Chapitre 8. Le tunnel d'Otley. 6 jours plus tard, Jack avait presque entièrement émergé de son désespoir. À l'issue des 6 premières journées passées sur la route, il avait l'impression d'avoir quitté l'enfance et traversé l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte, l'âge des compétences. Il est vrai qu'il n'était pas retourné sur les territoires depuis son réveil, au bord de la rivière. Mais il avait une bonne raison pour ce faire. Malgré le ralentissement que cela impliquait, il se disait qu'il gardait l'élixir de Speedy pour quand il en aurait vraiment besoin. Et puis Speedy ne lui avait-il pas conseillé de voyager de préférence dans ce monde ? Il ne faisait que suivre les ordres, après tout. Quand le soleil était haut dans le ciel, que les voitures qui le prenaient en stop lui avaient fait faire 50 ou 70 km en direction de l'ouest et qu'il avait l'estomac plein, les territoires lui semblaient impitoyablement lointains et irréels, comme un film qu'on commence à oublier, une rêverie éphémère. Parfois même, quand il était affalé sur le siège du passager de la voiture d'un instituteur, en train de répondre aux sempiternelles questions qu'on lui posait, et de raconter son histoire, il lui arrivait d'en oublier leur existence. Les territoires sortaient de sa tête, et il redevenait presque le petit garçon qu'il était au début de l'été, surtout sur les autoroutes, quand on le laissait à la sortie d'une rampe, et que 10 ou 15 minutes au maximum, après qu'il eût levé le pouce, il voyait une autre voiture s'arrêter pour le prendre. Il était maintenant quelque part près de Batavia, à l'autre bout de l'État de New York, marchant à reculons, pouce levé sur la bande d'arrêt d'urgence de la 190, en direction de Buffalo. Après Buffalo, il bifurquerait vers le sud. Il se disait qu'il fallait bien réfléchir à la façon de faire les choses, et ensuite s'y tenir. Jusqu'ici, ça n'avait pas mal marché grâce au guide Grant McNally et à l'histoire. Et rêver pour rêver, pourquoi pas jusqu'à Los Angeles ? Il pourrait être de retour chez lui avant la mi-octobre. Il était hâlé par le soleil. Il avait en poche $15 que lui avait rapporté son dernier job. Il avait fait la plonge au Golden Spoon, à Auburn. Et ses muscles étaient maintenant dérouillés et endurcis. Et bien qu'il eût parfois eu envie de pleurer, il n'avait plus versé une larme depuis cette première nuit, où il s'était senti si malheureux. Il se contrôlait, c'était cela la différence. Maintenant qu'il savait comment procéder, il s'était donné assez de mal pour ça, il était en mesure de dominer la situation. Il voyait déjà le bout de son voyage. Encore qu'il restât un très long chemin à faire. S'il se déplaçait principalement dans ce monde, comme Speedy le lui avait conseillé, et s'il allait aussi vite qu'il l'avait fait jusqu'ici, il aurait largement le temps de retourner au New Hampshire avec le talisman. Ça allait marcher. Et il aurait beaucoup moins de problèmes qu'il ne l'avait craint. C'était du moins ce que Jack Sawyer s'imaginait, en clignant des yeux dans le soleil couchant, tandis qu'une Ford Fairlane bleu poussiéreux faisait une embardée pour se ranger sur le bas-côté de la route et attendait qu'il la rejoigne en courant. 50 ou 60 kilomètres, se dit-il. Il se représenta la page du vieux guide routier qu'il avait étudié le matin même et choisi Otley. Ce devait être un bled sinistre, minuscule, sans problème. C'était parti, et plus rien de mal ne pouvait lui arriver maintenant. Jack se pencha et regarda par la vitre avant d'ouvrir la portière de la Ford. Des livres d'échantillons et des prospectus occupaient pêle-mêle le siège arrière. 2 énormes serviettes de cuir trônaient à la place du passager. L'homme bedonnant aux cheveux bruns, qui semblait imiter Jack en se penchant lui aussi au-dessus de son volant pour regarder par la vitre, était un voyageur de commerce. La veste de son costume bleu était suspendue à un crochet derrière son siège. Sa cravate était desserrée et les manches de sa chemise relevées. Un représentant d'une trentaine d'années qui sillonnait confortablement sa région. Il aimerait parler comme tous les représentants. L'homme lui sourit et souleva l'une après l'autre les grosses serviettes qui étaient à côté de lui pour les balancer sur les papiers du siège arrière. « Faut faire un peu de place », dit-il. Jack savait que la première chose que lui demanderait le type, c'était pourquoi il n'était pas à l'école. Il ouvrit la portière en disant « Merci bien, monsieur. Tu vas loin ?» demanda le représentant en jetant un coup d'œil au rétroviseur, tandis qu'il passait la première et reprenait la route. « À Otley, » dit Jack. « Ça doit être à 50 km environ. »« T'es pas très fort en géographie, » lui dit le type. « Ça doit plutôt faire 70 km. » Il tourna la tête pour regarder Jack et surprit le garçon en lui faisant un clin d'œil. « Ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais je déteste voir les gamins faire du stop. C'est pour ça que je m'arrête toujours quand j'en vois un. Au moins, avec moi, je suis sûr qu'il sera en sécurité. Pas question de touche pipi, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un tas de cinglés par ici, petit. Tu ne lis pas les journaux ? Et je parle de véritables carnivores.
Tu pourrais facilement devenir une espèce en voie de disparition. » « Vous avez sûrement raison, dit Jack. Mais j'essaye de faire attention. »« Tu habites dans le coin, si j'ai bien compris. » L'homme continuait à le regarder en jetant des petits coups d'œil devant lui, sur la route. Et Jack chercha frénétiquement dans sa mémoire le nom d'une ville où il était déjà passé. « Palmyra. Je suis de Palmyra. » Le représentant hocha la tête et dit « C'est une assez jolie petite ville. » Puis il reporta son attention sur la route. Jack se laissa aller dans le confortable siège recouvert de peluche. Mais l'homme finit tout de même par lui demander « J'espère que tu ne fais pas l'école buissonnière, hein ?» Il était temps de sortir pour la énième fois la fameuse histoire. Il l'avait racontée tant de fois déjà, changeant le nom des villes à mesure qu'il avançait vers l'ouest, qu'il avait l'impression de réciter un monologue appris par cœur. « Non, monsieur, c'est seulement que je dois aller habiter quelque temps à Otley chez ma tante, Hélène Vaughan. C'est la sœur de ma mère, elle est institutrice. Mon père est mort l'hiver dernier, vous comprenez, et depuis, les choses ont mal tourné. En plus, depuis 15 jours, la toux de ma mère a encore empiré, et le docteur lui a dit qu'elle devait garder le lit le plus longtemps possible. Alors elle a demandé à sa sœur si elle pouvait me prendre chez elle pendant quelque temps. Comme elle est institutrice et tout, je vais sûrement aller à l'école chez elle, à Otley. Tante Hélène n'est pas le genre à laisser un gosse manquer l'école. Et c'est ta mère qui t'a demandé de faire de l'autostop jusqu'à Otley ? Demanda le conducteur. Oh non, pas du tout. Elle n'aurait jamais fait ça, non. Elle m'a donné de l'argent pour l'autocar. Mais j'ai décidé de le garder. L'argent ne va plus rentrer chez nous avant longtemps et je crois que tante Hélène n'est pas très riche. Ma mère serait furax si elle savait que je faisais de l'autostop. Mais moi, je trouvais que c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Après tout, 5 $, c'est 5 $. Alors pourquoi les donner à un chauffeur d'autocar ? L'homme jeta un regard de côté. Combien de temps penses-tu rester à Otley ? C'est difficile à dire. J'espère que ma mère se remettra très vite. Bon, ne fais pas d'autostop pour rentrer, d'accord ? On n'a plus de voiture, dit Jack pour enjoliver l'histoire. Il commençait à y prendre plaisir. Vous vous rendez compte ? Ils sont venus l'enlever pendant la nuit, ces sales lâches. Ils savaient que tout le monde dormirait. Ils sont venus pendant la nuit et l'ont volé dans le garage. Je me serais battu pour garder cette voiture, monsieur. Pas pour aller chez ma tante en voiture, mais quand ma mère va chez le docteur, elle est obligée de descendre la côte à pied et de longer 5 pâtés de maison avant d'arriver à l'arrêt de bus. Ils ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Vous ne trouvez pas ? Débarquer comme ça chez les gens et leur piquer leur voiture, on aurait recommencé à payer les traites dès qu'on l'aurait pu. Enfin, vous ne trouvez pas que c'est du vol, vous ? Ma foi, si ça m'arrivait, je crois bien que je dirais comme toi, répondit l'homme. Eh bien, j'espère que ta maman se remettra très vite. Moi aussi, ajouta Jack, parfaitement sincère. Les panneaux signalant l'approche d'Otley commencèrent d'apparaître. Le représentant se rangea sur la bande d'arrêt d'urgence juste après la rampe de sortie de l'autoroute, fit un sourire à Jack et lui dit « Bonne chance, petit ». Jack hocha la tête et ouvrit la portière. « En tout cas, j'espère que tu ne seras pas obligé de rester trop longtemps à Otley. » Jack lui lança un regard interrogateur. « Tu es déjà venu, donc tu connais ?»« Un peu, pas vraiment. »« Ah, c'est vraiment un trou. Le genre de patelin où les types bouffent ce qu'ils ont écrasé sur la route. C'est Goreilleville. On bouffe la bière et après on boit le verre. Tu vois le genre ? » « Merci de m'avoir prévenu, » dit Jack, et il sortit de la voiture. Le conducteur lui fit signe de la main et se remit en route. Quelques instants plus tard, la Fairlane n'était plus qu'une forme sombre qui filait vers le soleil orange, bas sur l'horizon. Pendant un peu plus d'1 kilomètre, il marcha sur une route qui traversait une campagne plate et sans attrait. Au loin, en bordure des champs, Jack aperçut des petites maisons à 2 étages. Les champs étaient bruns et nus, et les maisons n'étaient pas des fermes. Elles étaient très espacées au milieu de ces terres désolées, de cette grisaille immobile, que seuls les bruits de la circulation de la 1,90 venaient troubler. Pas de beuglement de vaches, pas de hennissement. Il n'y avait ni animaux ni équipements fermiers. Devant l'une des petites maisons, il y avait une demi-douzaine de carcasses de voitures rouillées. Ces habitations étaient celles de gens qui détestaient tellement leurs prochains que même Otley était trop peuplé pour eux. Les champs vides autour étaient les douves dont ils avaient besoin autour de leur château fort décrépit. Il arriva enfin à un carrefour. On aurait dit un carrefour de dessin animé, 2 routes étroites se coupant à angle droit, au milieu de nulle part, pour aller vers un autre nulle part. Jack commençait à douter de son sens de l'orientation, et après avoir ajusté son sac à dos, il s'approcha du poteau rouillé qui supportait les 2 panneaux indicateurs, rouillés eux aussi, comportant le nom des rues. Aurait-il dû tourner à gauche, plutôt qu'à droite à la sortie de la bretelle ?
Sur le panneau indicateur de la route parallèle à l'autoroute était inscrit « Route de Dogtown ». Jack regarda du côté de la fameuse route et ne vit qu'une platitude sans fin, des champs incultes traversés par le ruban noir de l'asphalte. Lui-même se trouvait sur l'autre route, celle qui avait pour nom Mill Road. À 1 kilomètre de là, elle passait sous un tunnel dont l'ouverture était presque entièrement dissimulée par des branches d'arbres inclinées et un étrange rideau de lierre. Au milieu du lierre, il y avait un écriteau blanc qui donnait l'impression d'être retenu par le feuillage. L'inscription était en trop petits caractères pour être déchiffrée. Jack plongea la main dans sa poche et étreignit la pièce que lui avait donnée le capitaine Farren. Son estomac gémissait de faim. Il aurait bientôt besoin de manger. Il lui fallait donc quitter cet endroit et trouver une ville où il pourrait gagner l'argent de ses repas. « Vas-y pour Mill Road ». Il pouvait au moins pousser un peu pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté du tunnel. Jack repartit donc dans cette direction, et l'ouverture sombre du tunnel s'élargit à mesure qu'il approchait. Froid, humide, et sentant la poussière de briques et la terre retournée, le tunnel semblait maintenant se refermer sur le jeune garçon. Jack craignit pendant un moment qu'il ne s'enfonçât sous terre. Aucun cercle de lumière n'était visible à l'autre bout, mais il se rendit vite compte qu'il marchait sur une route plate. Le panneau à l'entrée du tunnel annonçait en fait « Allumez vos phares ». Jack se cogna contre un mur de briques et sentit la poussière granuleuse lui tomber sur les mains. « Phare !» se dit-il en lui-même, regrettant de ne pas avoir de lampe. Le tunnel devait faire une courbe. Il était entré en marchant lentement, avec précaution, les bras tendus comme un aveugle, directement dans le mur. Maintenant, il continuait d'avancer à tâtons le long de la paroi de briques. Quand le coyote des dessins animés de Roadrunner faisait ça, il finissait généralement aplati comme une crêpe sur le devant d'un camion. Il entendit avec horreur quelque chose qui courait le long du tunnel. Un rat, se dit-il, ou peut-être un lapin qui prenait un raccourci entre deux champs. Mais ça avait l'air plus gros. Il l'entendit à nouveau, plus loin, dans l'obscurité, et fit un autre pas dans le noir, juste devant lui, une seule fois. Il perçut une inspiration. Il s'arrêta en se demandant « Est-ce un animal ?» Il garda les doigts posés sur le mur de briques humide, attendant l'expiration. Ce n'était pas le souffle d'un animal. Aucun rat ni lapin ne respirait si profondément. Il avança de quelques centimètres, refusant d'admettre que ce qu'il y avait là l'avait effrayé. Il s'immobilisa à nouveau, en entendant devant lui un son qui ressemblait à un gloussement rauque. Un instant plus tard, une odeur familière mais non identifiable, âcre, forte et musquée, lui parvint à la sortie du tunnel. Jack jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. L'entrée était maintenant à moitié visible, cachée en partie par la courbe du mur, et paraissait très lointaine. Elle avait la taille d'un terrier de lapin. « Qui est là ?» cria-t-il. « Hé, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un dans les parages ?» Il eut l'impression d'entendre un murmure dans la profondeur du tunnel. Il se rappela qu'il n'était pas dans les territoires. Au pire, il avait surpris un imbécile de chien venu faire un petit somme dans la fraîcheur. Si c'était le cas, il lui sauverait la vie en le réveillant avant l'arrivée d'une voiture. « Hé, le chien !» hurla-t-il. « Le chien !» Il fut aussitôt récompensé par un bruit de pattes qui courait dans le tunnel. Mais le bruit s'approchait-il ou s'éloignait-il ? Impossible de dire en écoutant le doux « pat, pat, pat » si l'animal s'en allait ou venait vers lui. Puis il se dit que le bruit venait peut-être de derrière, et il tourna la tête pour regarder. Et se rendit compte qu'il avait tellement avancé qu'il ne voyait plus l'entrée du tunnel non plus. « Où es-tu, le chien ?» fit-il. Quelque chose gratta le sol à 50 centimètres de lui, et Jack fit un bond en avant et se cogna l'épaule contre le mur. Il sentait une forme, celle d'un chien peut-être, dans l'obscurité. Il avança et fut arrêté net par une impression de dislocation, telle qu'il se crut de retour sur le territoire. Le tunnel était envahi par une odeur de zoo âcre et musquée, et quel que fût l'animal qui s'approchait de lui, ce n'était pas un chien. Une bouffée d'air froid chargée d'odeurs de graisse et d'alcool lui arriva aux narines. Il sentit la forme se rapprocher davantage. Pendant un court instant, il aperçut un visage dans le noir, qui luisait d'une lumière intérieure maladive. Un visage long à l'expression amère, qui aurait pu être jeune, mais qui ne l'était pas. Il sentait la sueur, la graisse et l'alcool. Jack s'aplatit contre le mur, poing levé, même lorsque le visage eut disparu dans le noir.
Terrifié, il crut entendre un bruit de pas rapide et léger qui courait vers l'entrée du tunnel, et il détourna les yeux du rectangle de ténèbres qui l'avait incité à regarder en arrière. Obscurité. Silence. Le tunnel était vide à présent. Jack se glissa les mains sous les aisselles et se laissa aller contre le mur, son sac à dos lui servant de tampon. Il se remit en route au bout d'un moment. À peine sorti du tunnel, Jack pivota sur lui-même pour l'affronter. Aucun son n'en sortit. Aucune créature bizarre ne se glissa vers lui. Il fit 3 ou 4 pas et regarda à l'intérieur. Et là, son cœur cessa presque de battre quand il vit arriver sur lui 2 énormes yeux orange. En quelques secondes, la distance qui les séparait de Jack se réduisit de moitié. Jack ne pouvait plus bouger. Ses pieds semblaient pris dans l'asphalte. Il réussit finalement à tendre la main à paume ouverte devant lui, dans un geste instinctif pour prévenir le danger. Les yeux continuèrent de s'approcher et il y eut un bruit de klaxon. Jack se jeta de côté quelques secondes à peine avant que la voiture ne surgît du tunnel, avec au volant un homme au visage rouge qui lui montra le poing. « Connard !» cria la bouche grimaçante. Encore étourdi, Jack se retourna pour suivre du regard la voiture qui descendait la côte vers la petite ville qui devait être Otley. Située au fond d'une longue cuvette, Otley s'étendait misérablement de part et d'autre de ses 2 rues principales. L'une, prolongeant Mill Road, passait devant un immense bâtiment délabré qui s'élevait au centre d'un vaste parking. « C'est sûrement une usine », se dit Jack, et continuait entre des parcs de voitures d'occasion, banderoles pendouillantes, des restaurants de fast-food, les grosses mamelles de l'Amérique, un bowling avec une gigantesque enseigne lumineuse au néon, Bowlarama, des magasins d'alimentation et des stations-service. Passé ce qui était le centre commercial, Mill Road était bordé de vieux immeubles de 2 étages, devant lesquels des voitures étaient rangées, par choc contre le trottoir. L'autre rue, visiblement le quartier résidentiel d'Otley, était flanquée de grandes bâtisses avec des vérandas et de longues pelouses en pente. En cette fin d'après-midi, un feu de signalisation clignotait son œil rouge à l'intersection de 2 artères principales. Quelques pâtés de maisons plus loin, un autre feu tourna au vert, devant un grand immeuble sale aux multiples fenêtres qui ressemblait à un hôpital psychiatrique et qui devait être le lycée local. Se déployant autour de ces 2 grands axes, entre les immeubles anonymes, entourés de hauts grillages, il y avait des petites maisons particulières. De nombreuses fenêtres de l'usine étaient brisées, et quelques-unes des maisons du centre avaient des planches à la place des vitres. Des tas de détritus et papiers volants jonchaient les cours de béton clôturés. Même les maisons les plus cossues paraissaient à l'abandon, avec leurs vérandas branlantes et leurs peintures écaillées. Les gens qui habitaient ces maisons devaient être les propriétaires des parcs de voitures d'occasion remplis d'automobiles invendables. Pendant un moment, Jack envisagea de faire demi-tour pour aller jusqu'à Dogtown, où que cette ville se trouvât. Mais il eût fallu pour cela repasser par le tunnel. Une voiture klaxonna quelque part dans le centre, et le son se déroula jusqu'à lui, chargé de nostalgie et d'une impression de solitude inexprimable. Il ne put se détendre avant d'avoir atteint les portes de l'usine, le tunnel loin derrière lui. Presque un tiers des fenêtres de la façade en briques décrépies avaient été brisées, et la plupart des autres étaient remplacées par un rectangle de carton brun. Même de la rue, Jack sentait les effluves d'huile et de graisse de machine, les odeurs de brûlé des engrenages grinçants et des courroies de transmission. Il enfonça les mains dans les poches et dévala la colline aussi vite qu'il le put. De près, la ville était encore plus déprimante que ce qu'elle paraissait de là-haut. Les vendeurs de voitures, appuyés contre les vitres des fenêtres de leurs bureaux, étaient trop amorphes pour sortir. Leurs banderoles, en lambeaux, pendaient tristement. Les panneaux, jadis optimistes, plantés sur les trottoirs craquelés devant les rangées de voitures, « Super occasion, l'affaire de la semaine !» étaient délavés maintenant. L'encre avait dégouliné sur certains calicots, comme si on les avait laissés sous la pluie. Il y avait peu de passants dans les rues. Tandis que Jack se dirigeait vers le centre de la ville, il vit un vieillard aux joues creuses et au teint grisâtre essayer de tirer un caddie vide sur le trottoir. Quand Jack s'approcha de lui, il lui cracha des paroles hostiles et craintives, en découvrant des gencives aussi noires que celles d'un blaireau. Il croyait que Jack voulait lui voler son caddie. « Excusez-moi !» lui dit Jack, le cœur battant. Le vieux essaya de prendre le caddie dans ses bras comme pour le protéger, tout en montrant ses gencives noires à son ennemi. « Excusez-moi !» répéta Jack. « Je voulais seulement... »« Faux prix voleur ! Faux prix voleur !» hurla le vieux fou, les larmes coulant dans les rides de ses joues.
Jack s'éloigna à toute allure. 20 ans plus tôt, pendant les années 60, Otley avait dû être une petite ville prospère. L'éclat relatif de Mill Road, qui traversait la ville, était le produit de cette époque révolue, quand les affaires étaient florissantes et l'essence bon marché, et que personne encore n'avait entendu le terme revenu illimité, parce que dans ce temps-là, c'était chose courante. Les gens avaient placé leur argent dans des opérations de franchise et ouvert des petits magasins qui, s'ils ne prospéraient pas vraiment, avaient réussi à ne pas sombrer complètement. Ces quelques pâtés de maisons commerciales tenaient encore le coup, en apparence, mais les restaurants étaient vides, à l'exception de quelques adolescents qui s'ennuyaient à mourir en tétant leurs bouteilles de Coca-Cola. Et de trop nombreux magasins avaient accroché à leurs vitrines des écriteaux aussi passés que ceux des parcs de voitures d'occasion, qui annonçaient « Tout doit partir, on liquide ». Jack n'en voyait aucun qui demandait du personnel, et il continuait à marcher. Le centre-ville d'Otley montrait la réalité de la situation qui se cachait derrière les vestiges colorés et quelque peu clownesques des années 60. Jack avançait péniblement le long des maisons de briques qui paraissaient brûlées, son sac pesant de plus en plus lourd, les pieds de plus en plus douloureux. Il aurait bien poussé jusqu'à Dogtown s'il n'avait pas eu si mal aux pieds et s'il n'avait pas fallu repasser par le tunnel de Mill Road. Il avait compris maintenant qu'il n'y avait aucun loup-garou hargneux tapi dans le noir là-bas. Personne ne lui avait parlé dans ce tunnel. Il était encore secoué par son séjour dans les territoires, secoué d'avoir vu la reine d'abord, et ensuite le garçon écrasé par le chariot, à qui il ne restait plus qu'une moitié de visage. Ensuite Morgan, et les arbres. Mais ça s'était passé là-bas où de telles choses pouvaient se produire, et se produisaient normalement même. Ici, la normalité ne permettait pas des manifestations d'aussi mauvais goût. Il passait maintenant devant une longue vitrine sale, où l'inscription écaillée « Dépôt de meubles » était à peine visible sur la brique. Il mit les mains autour des yeux pour regarder à l'intérieur. Il y avait un lit et une chaise, tous deux recouverts d'un drap blanc, à 4 mètres l'un de l'autre sur le grand plancher nu. Jack continua d'avancer le long du pâté de maison, en se demandant s'il n'allait pas être obligé de mendier pour sa nourriture. Un peu plus loin, devant un magasin entouré de planches, 4 hommes étaient installés à l'intérieur d'une voiture. Jack ne vit pas tout de suite que celle-ci, une vieille DeSoto noire, qui donnait l'impression que Broderick Crawford allait en sortir, n'avait pas de roue. Collé au pare-brise, il y avait un carton de 20 cm sur 10 qui annonçait « Club du Soleil ». À l'intérieur, 2 sur le siège avant et 2 derrière, des hommes jouaient aux cartes. Jack s'approcha de la portière avant. « Excusez-moi », dit-il, et le type le plus proche de lui lança un regard vitreux. « Savez-vous où ? Casse-toi !» lui dit l'homme. Sa voix était épaisse et rocailleuse, peu habitué au discours. Son visage, à moitié tourné vers Jack, était étrangement aplati, comme si quelqu'un l'avait piétiné quand il était au berceau, et piqué de cicatrices d'acné. « Je me demandais si vous saviez où je pourrais trouver un boulot pour un jour ou deux. »« Essaye le Texas !» lui dit l'autre, qui était du côté du volant. Et ses 2 copains assis à l'arrière s'écroulèrent de rire, en renversant leur bière sur les cartes. « Je t'ai dit de te casser, petit !» dit l'homme aux yeux gris et au visage plat. « Sinon tu vas recevoir la raclée de ta vie. » Jack comprit qu'il ne mentait pas. S'il restait là un instant de plus, la rage de l'homme déborderait, et il sortirait de la voiture pour lui taper dessus. Ensuite, il retournerait à l'intérieur et s'ouvrirait une autre bière. Des boîtes de Rolling Rock jonchaient déjà le plancher. Celles qui étaient vides, couchées un peu partout, les autres debout dans leurs collets de plastique. Jack recula et les yeux de poisson se détournèrent de lui. « Finalement, je crois que je vais aller faire un tour au Texas, » dit-il. Il s'éloigna en tendant l'oreille pour écouter si la portière de la DeSoto s'ouvrait, mais le seul bruit qu'il entendit fut celui d'une boîte de bière qu'on ouvrait. Il poursuivit sa route. Arrivé à l'angle du pâté de maison, il s'arrêta pour regarder de l'autre côté de la rue principale. Il y avait là un gazon moribond, couvert de mauvaises herbes jaunies, d'où pointaient des statues en fibre de verre représentant des fans, genre Disneyland. Assise sur la balancelle de sa véranda, une vieille dame informe le dévisageait. Jack se détourna du regard inquisiteur et vit devant lui le dernier des sinistres immeubles de briques de Mill Road. 3 marches en ciment menaient à une porte écran ouverte. Dans une longue vitrine de verre était accrochée une publicité pour la Budweiser, et à 50 cm, l'enseigne peinte qui annonçait « Chez Updike, taverne d'Otley ». Et juste en dessous, écrit à la main sur un carton de 20 cm sur 10, comme celui de la DeSoto, Jack lut les mots miraculeux « On recherche commis ». Il fit glisser le sac à dos de ses épaules, le cala sous le bras et gravit les marches.
Pendant un court instant, le temps de quitter la lumière tombante de l'après-midi pour entrer dans l'obscurité du bar, il eut la même impression que celle qu'il avait eue en franchissant l'épais rideau de lierre qui masquait l'entrée du tunnel de Mill Road.